Ça y est, on est en live, non? Oui, on est en live. Bonjour Voilà, à bonjour tous. tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par Clé International en collaboration avec le BELC. Et bien sûr, on remercie France Éducation Internationale pour l'opportunité de venir jusqu'à chez vous grâce à la magie de la technologie. Donc aujourd'hui, nous aurons ce webinaire qui sera animé par Philippe Lyria. L'idée de ce webinaire, c'est justement de vous montrer ou de vous parler à propos de notre, à propos de cette intervention qui s'appelle Organiser des parcours multiples à partir de l'unité d'un manuel de FLE. Donc, on vous remercie d'être connecté depuis plusieurs pays dans le monde. Et je ne dis plus rien. Philippe, la parole est à toi. D'accord, alors tout d'abord, on va attendre un petit peu peut-être avant de commencer que tout le monde se connecte. On va en profiter pour rappeler aussi quelques règles. Donc, bonjour effectivement à toutes et à tous qui arrivez donc du monde entier. En fait, nous avons des personnes qui peuvent, si vous le souhaitez, vous pouvez profiter de la rubrique questions, voilà, pour nous saluer hein, de l'endroit où vous vous connectez. Voilà, donc du Brésil, je reconnais déjà certains noms. Hein, vous pouvez indiquer d'ailleurs d'où vous êtes. Voilà, je vois Marseille. Effectivement, hein, on sera là dans le chat, donc moi-même, Annika Terrer et Regina Rizzi pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages dans la partie questions. On essayera d'y répondre et sinon faire le point par rapport à l'atelier de Philippe Lyria, donc à la fin de son intervention. Donc qui vous permettra à la fin d'avoir accès aussi à une de nos nouveautés. Je ne vous en dis pas plus, on vous annoncera ça à la fin donc de l'atelier. Tout à fait. Alors, pendant que tu introduisais, tout le monde commence à se connecter. Hein. Je vous dis, on va encore attendre 2 petites minutes avant de commencer. Alors, on se connecte du Mexique aussi, de l'Inde, de France aussi, hein, de Géorgie. Je voyais l'Algérie tout à l'heure, le Luxembourg. Nous avons la Palestine, le Panama, Hong Kong, Iran, Chili. On voyage vraiment à travers le monde encore une fois. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents. Le Tchad, le Maroc, là aussi, c'est la Tunisie, la Russie. Vous êtes vraiment de partout. Donc oui, Florianopolis, que j'ai déjà repéré tout à l'heure. Il y a l'Azerbaïdjan aussi, l'Uruguay, vous voyez qu'on part d'un bout à l'autre. Ça fait toujours plaisir effectivement de pouvoir voyager comme ça, enfin au moins d'imaginer les voyages, de parcourir le monde. C'est très agréable d'avoir aussi justement l'intérêt des enseignants du monde entier. Ça peut être l'occasion de partager aussi des expériences des uns et des autres. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans les questions, à poser vos questions, à parler de vos expériences. On peut très bien ensuite les partager à l'ensemble des collègues qui sont présents. Tout à fait, tout à fait. Bien, alors je pense que on est déjà nombreux. On va peut-être pouvoir commencer. Et effectivement, ce webinaire sera enregistré pour répondre déjà à la question d'Amanandia. Donc, ce webinaire sera enregistré. Vous aurez l'occasion de le revoir par la suite. D'accord. Bien, donc nous allons commencer donc ce webinaire Clé internationale, comme le disait Ruel Barran, notre directeur commercial. Comme vous le précisez, Annick, donc Annick Atterer et Regina Rizzi, déléguées pédagogiques et commerciales pour Clé internationale, sont aux manettes, au chat pour pouvoir donc répondre à vos questions ou les faire remonter. Je réserverai un petit temps
à la fin de cette intervention pour certaines questions. Et nous allons justement donc parler aujourd'hui, et je vais vous inviter aussi à intervenir autour de ce que l'on sera en fait l'organisation de parcours multiples à partir de l'unité d'un manuel. Alors, peut-être avant justement d'entrer directement dans l'unité, il serait peut-être bon de s'interroger justement sur ce qu'est un manuel. Qu'est-ce qu'un manuel en fait aujourd'hui? Et j'aimerais bien que l'on profite de cet espace question pour que vous répondiez rapidement, hein, brièvement, en quelques mots. Je vous laisse une petite minute. Vous pouvez déjà commencer à répondre dans le chat. Qu'est-ce que c'est en fait un manuel? Alors un manuel, qu'il soit papier ou numérique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui et pourquoi? Pas forcément de grandes phrases, hein, quelques mots-clés. Ainsi, on va laisser une petite minute quand même pour répondre. Je vais demander à Annick ou Regina de bien vouloir faire remonter un petit peu les principales idées. Ouais, effectivement, on ne va pas vous influencer, on vous laisse répondre, mais ensuite, on reprendra un petit peu ce qui a été dit. En tout cas, vous êtes très actifs, très inspirés. On peut peut-être y aller déjà. D'accord, Annick. Alors voyons, qu'est-ce qui remonte en particulier? Alors, ce qui remonte, c'est d'abord le guide, ça arrive, hein. Le guide avec une progression adaptée aux apprenants. Le côté support, tout ce qui concerne l'aide, un outil pour le professeur, un support pédagogique. Ensuite, il y a le type de document qu'on peut trouver avec des documents authentiques aussi. Puis, correspondant au programme scolaire, un outil d'accompagnement aussi, mais on revient de nouveau donc sur cette idée de documents authentiques, de ressources documentaires. Et puis, si on creuse un petit peu, c'est aussi des activités pour arriver à un but en particulier. Donc, toujours cette idée de progression aussi, de documents, de films, de vidéos, d'extraits littéraires, des BD qu'on peut trouver à l'intérieur. Et puis, voilà, une fois de plus, la progression, la démarche, une banque de données avec des tâches et des activités en exercice. D'accord, d'accord. Aussi, le côté authenticité et fiabilité des informations qui sont transmises pour l'ensemble. D'accord, très bien. Merci, merci beaucoup pour votre participation et vos apports, bien évidemment. Alors c'est vrai que c'est cette question, et on le voit hein, que aujourd'hui encore, eh bien le manuel reste quelque chose de très vivant. Hein. On se souvient certainement qu'il y a 50 ans, justement de ça, comment dire, Francis Bizère qui nous disait justement que Francis de Bizère, pardon, qui nous disait justement que le manuel allait mourir. Vous vous en souvenez certainement. On a tous étudié ça dans nos cours de FLE. Et pourtant, eh bien, 50 ans après, eh bien, le manuel n'est pas mort. Il a peut-être changé de support. Il n'est pas mort, et il continue à représenter, comme vous venez de le montrer dans ces échanges, énormément de choses pour le professeur. Alors, vous avez beaucoup parlé du côté professeur, d'ailleurs, peut-être moins du côté apprenant, mais c'est important d'avoir ça en tête, en fait, que le manuel, c'est une porte d'entrée. Ce n'est surtout pas, peut-être dans un premier temps, justement, et vous l'avez montré, ce n'est surtout pas un carcan. Je crois que c'est important d'avoir ça en tête, hein, que de ne pas se sentir prisonnier d'un manuel. Ça nous arrive parfois encore d'entendre parler de ça,
Mais ce qui est important, c'est certainement d'avoir en tête justement l'idée qu'un manuel de FLE, qu'il soit papier, qu'il soit numérique, il doit être avant tout malléable. Malléable afin, et vous l'avez cité, afin justement de pouvoir y retrouver énormément d'éléments sur lesquels nous allons revenir, euh, mais une malléabilité qui doit permettre donc de moduler aussi les contenus en fonction, bien évidemment, de vous, donc des enseignants, mais aussi, ne perdons pas de vue, des apprenants, et puis aussi de l'institution, je dirais peut-être même des institutions auxquelles il faut d'une façon ou d'une autre rendre des comptes. Je pense notamment aux évaluations ou aux certifications. Donc, en étant malléable, eh bien, un manuel doit pouvoir faciliter en quelque sorte un apprentissage sur mesure. Attention, ce n'est pas forcément facile de penser à un apprentissage sur mesure, mais en même temps, on le voit aujourd'hui, c'est de plus en plus nécessaire parce que les besoins de nos apprenants sont de plus en plus variés. Si on n'a pas le temps aujourd'hui de poser la question du pourquoi on apprend le français, mais si on la posait, on verrait bien que ces besoins sont multiples. Donc, à partir de là, nous avons besoin d'un outil, parce que vous avez parlé d'un outil, le manuel de FLE donc doit être perçu bien évidemment comme un outil qui va permettre cet apprentissage sur mesure, et donc certainement qu'aujourd'hui, puisque justement il doit avoir des fonctions multiples, il faut certainement qu'il privilégie d'une certaine façon une approche éclectique. Nous devons nous éloigner peut-être de certains dogmes qui pourraient ou qui chercheraient peut-être à vouloir dominer alors qu'ils ne correspondent pas forcément justement à tous les besoins. Donc c'est vrai que un manuel doit privilégier une certaine approche éclectique, c'est-à-dire ne pas simplement dire communicatif ou actionnel, etc., mais peut-être plusieurs ingrédients à la fois, qui va prendre en compte l'innovation pédagogique. Et ça, c'est important. C'est important de l'avoir en tête, l'innovation pédagogique. Mais attention, l'innovation pédagogique doit aussi ne pas perdre de vue les habitudes d'apprentissage de nos apprenants. C'est un point très important parce que parfois on voudrait peut-être imposer certaines démarches qui sont, on va dire, on le sait bien, dans notre monde du FLE, nous avons des effets de mode. Tout d'un coup, il faudrait que, par exemple, toute la grammaire soit inductive. Et la grammaire inductive est-elle adaptée à tous les apprentissages? Est-ce que tous les points de grammaire sont adaptés à de la grammaire inductive? Nous pourrions, comme cela, prendre énormément d'exemples, bien entendu. Donc, c'est important de penser à la fois innover, donc pas se dire non, ça c'est parfait pour mes apprenants. Non, peut-être qu'on peut chercher à introduire de l'innovation pédagogique, mais quand même en connaissant bien ses apprenants. Donc, on va chercher à favoriser une certaine pédagogie différenciée, avec des parcours, eux aussi donc différenciés et même individualisés quand c'est possible, évidemment. Je ne dis pas que ce soit toujours possible, mais on va peut-être chercher à mettre ça en place. Alors, ces parcours, justement, ils sont importants, et le manuel doit donc nous aider à les construire, à organiser. Je crois que vous l'avez cité tout à l'heure, dans les différentes fonctions que vous attribuez au manuel. Vous avez parlé de guide, de support. C'est vrai que c'est un support qui doit aider à construire ces itinéraires avec une grande liberté. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu le compagnon de route, à la fois de l'enseignant, mais aussi, bien évidemment, des apprenants. Et il doit être vécu
comme cela, hein, comme un véritable compagnon de route. Hein. Un compagnon de route qui en plus, et ça c'est important, donc ne va pas marquer ou exiger voilà le chemin à suivre, mais qui va nous permettre eh bien d'envisager plusieurs chemins à suivre. Donc d'une certaine façon, c'est aussi un compagnon qui forcément doit être, tout à l'heure j'entendais parler d'une sorte de banque de données, oui, le manuel FLE doit être une sorte de banque de ressources où on va savoir en plus où retrouver les choses. Ça ne veut pas dire on va certainement aller piocher ailleurs, à droite, à gauche, certaines informations, mais il faut bien évidemment que l'on ait cet endroit, ce lieu où on va se retrouver. Et ce lieu où on va se retrouver, c'est justement le manuel. Et dans ce manuel, nous allons savoir où aller piocher eh bien, les informations autour de la grammaire, autour du lexique, avec certainement des entrées multiples. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est à quoi va nous servir une banque de ressources. Et un manuel aujourd'hui, ça doit être ça aussi. Une sorte de lieu où on va aller retrouver des informations. Et autre chose importante, je crois aussi, euh, c'est que toutes ces informations importantes autour du français, ça doit se faire dans la pluralité de la langue. Et cette pluralité de la langue, on n'a peut-être pas parlé, j'ai pas trop vu citer ces éléments-là. La pluralité de la langue passe par ce point justement de rencontre qu'est le manuel, mais un point de rencontre qui va euh, aller vers la francophonie. La francophonie, non pas comprise justement comme un ingrédient comment dire, une sorte d'extra hein, que l'on retrouverait comme ça ponctuellement, hein, mais au contraire, une francophonie qui, aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, une francophonie qui devrait être eh bien, un petit peu partout dans le manuel. Ça, je crois que c'est important. Hein, fuir un petit peu de ces pages consacrées uniquement à, mettons, le Canada, les Antilles, tel ou tel pays d'Afrique. Non, évidemment, c'est très bien qu'il y ait ces espaces-là. Mais la francophonie, c'est pas simplement une description de lieu, c'est pouvoir faire en français énormément de choses et avec des perspectives plurielles qui viennent de nos différentes cultures. Et ça c'est important aussi à, à prendre en compte. Alors, je voulais faire ce point sur le manuel parce que il faut avant de s'intéresser à l'unité, il faut voir un petit peu quel est l'outil dans sa globalité. Et c'est vrai que même si nous avons des ressources complémentaires, généralement, et encore aujourd'hui, même 50 ans après l'annonce de la mort du manuel, ça reste pour la plupart d'entre nous l'axe principal de travail. Alors allons maintenant vers l'unité. Et je vais vous demander à nouveau d'intervenir dans le chat. Je me retourne à nouveau vers Annick et Regina pour regarder ce qui va s'y dire. Et j'aimerais bien que vous, vous me fassiez remonter un petit peu, eh bien, justement, qu'est-ce que c'est que cette notion d'unité? Comment on aborde l'unité? Est-ce qu'il y a des habitudes que l'on a? Et à votre avis, qu'attendent les apprenants d'une unité, justement? Qu'est-ce qu'ils attendent chaque fois qu'on va annoncer l'attaque d'une nouvelle unité? Alors, brièvement, hein, on n'a pas le temps, malheureusement, hein, de s'étaler, mais brièvement, est-ce que vous pouvez dire dans le chat deux ou trois petits mots autour de ces questions?
N'hésitez pas en... Ils écrivent. D'accord. Inspirés. Mais une fois de plus, on ne va pas dévoiler les premières pistes. Il y a même des textes assez longs. D'accord, donc on va en faire la synthèse un petit peu, mais laissons encore une petite minute. Alors, ça part dans plusieurs directions. Alors voyons un petit peu, peut-être qu'on peut déjà faire remonter certaines réflexions, Annick. Oui, alors bien sûr, il y a toutes les réflexions autour du type d'activité proposée. Il y a également certaines réflexions sur les tâches qui sont et les thématiques qui sont abordées. Alors, je reviens sur les débuts qu'on avait. Pardon, là, je suis encore l'autre partie. Voilà, ça commence. Pardon. Introduire donc une nouvelle unité, une activité plus ludique qui permette la mise en commun du lexique et des idées rattachées donc au thème traité. On retrouvera aussi assez souvent cette notion d'introduire quelque chose de nouveau, donc avec un document déclencheur qui aide beaucoup pour aborder donc l'unité, aborder à partir d'un document déclencheur, une photo ou un texte, de l'audio. Il faut d'abord sensibiliser les apprenants, donc on est toujours sur la première étape. Et ils attendent souvent un nouveau point de grammaire et découvrir une nouvelle thématique. Voilà, ça c'est les deux autres points qui ressortent ensuite avec des expériences. D'habitude, je définis les objectifs de l'unité, les thèmes abordés et avec quelques compétences. L'apprenant devra s'en sortir. Réflexion sur la problématique. Une autre remarque sur l'ensemble des contenus. On peut aborder une nouvelle unité avec des activités de découverte. Donc, les apprenants veulent toujours apprendre quelque chose de nouveau. Il y a ce désir à découvrir un nouvel univers, aussi une nouvelle thématique, le lexique, de nouveaux contenus. On a aussi, pour revenir à ce qui avait été dit donc par rapport à la pluralité, l'interculturalité qu'on peut retrouver dans le manuel, avec des objectifs précis. Et puis là, ensuite, on va sur des approches un peu différentes avec le conte, la devinette, les activités de remue-ménage aussi, connaître justement de nouvelles activités, des courts-métrages sur le texte. Voilà, une sorte d'échauffement. Et puis après, sur des thèmes un peu différents, ça peut être la cuisine, la restauration française, voilà, d'autres sujets qui peuvent aborder. Ça dépend de l'âge des apprenants aussi, puisque là, on parlait des sujets avec des enfants. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, j'en passe, hein, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres commentaires, mais en gros, désolé pour les autres personnes. En gros, on a fait un petit peu le tour des points qui sont abordés avec les actes de parole aussi. Hein. Non seulement le lexique, la grammaire, mais aussi bien sûr les actes de parole et puis quelles sont les activités un petit peu plus innovantes. Les étapes de l'approche actionnelle aussi sont indispensables pour pouvoir travailler. Alors, on voit bien justement à travers ces différents partages d'expériences, de témoignages justement que vous avez laissé justement sur le chat, on voit cette pluralité de pouvoir finalement aborder l'unité, une unité en soi, comment elle peut être abordée de façon plurielle. Et ça, c'est vrai que c'est important, et c'est important certainement que chaque unité, d'une certaine façon, soit vécue un petit peu comme un nouveau départ pour pouvoir, je dirais, aguicher
aussi les apprenants. Que d'un côté, c'est vrai que c'est fondamental qu'il y ait des routines qui s'installent, mais c'est vrai qu'une unité, on ne peut pas l'aborder si on n'envisage pas de trouver des angles pour pouvoir motiver. Hein. La motivation, on sait que c'est le moteur principal, hein, pour pouvoir avancer dans l'apprentissage. Donc, il faut que on puisse aborder l'unité à partir de cet élément-là, mais aussi évidemment sans perdre de vue ce qui a pu à la fois être travaillé, traité auparavant dans les étapes précédentes, de façon à rassurer l'apprenant, c'est-à-dire qu'il faut, avant de traiter une nouvelle unité, certainement chercher les éléments de connexion entre l'unité qui vient avec, on le sait bien, du vocabulaire qu'on ne connaît pas, mais il y a beaucoup de choses que l'on connaît peut-être déjà, même peut-être une partie du vocabulaire que l'on connaît. Tout ne va pas être nouveau. Peut-être le thème est nouveau, mais est-ce que tous les éléments du thème sont nouveaux? Soit parce qu'on en a peut-être parlé auparavant, soit parce qu'il fait partie de l'environnement de nos apprenants. Et là, je reviens donc justement à l'importance de prendre en compte justement aussi l'apprenant. C'est-à-dire pas simplement les objectifs institutionnels de programme, mais évidemment aussi l'apprenant comme, non pas comme un objet dans la classe, mais bien comme un acteur, hein, cet acteur social dont nous parle le cadre. Et c'est encore plus important aujourd'hui où nous pouvons nous retrouver dans des contextes en distanciel, parfois bimodal, mais malheureusement très souvent virtuel aujourd'hui, où on pourrait avoir tendance à oublier qu'il y a justement ces apprenants. Donc c'est fondamental de le prendre en compte à chaque fois, c'est-à-dire pas simplement au début de l'année ou au tout début où on va partir à la découverte du manuel, mais chaque unité qui finalement marque à chaque fois une nouvelle étape, eh bien, on va prendre en compte ça et évidemment, on va fixer des objectifs, mais des objectifs communs. C'est-à-dire attaquer une nouvelle unité et c'est aussi, d'une certaine façon, pouvoir, avec les apprenants, ensemble, voir ce que nous allons faire et comment nous allons le faire. Comment nous allons faire et où nous allons, ce sera souvent autour du projet, nous allons le voir, et ne pas hésiter ensuite à ajuster éventuellement pendant l'unité, ajuster certains éléments en fonction de difficultés qui peuvent apparaître. Ajuster parce que tout d'un coup, on voit qu'au niveau de la motivation du thème traité, ce n'est pas tout à fait ce que les apprenants attendaient. Donc, voir comment faire pour à nouveau retrouver cette motivation initiale, en prenant compte, là encore, à la fois des, du trajet commun, parce que nous sommes quand même un groupe, nous sommes une collectivité d'apprentissage, que ce soit en présentiel ou en virtuel, mais aussi ne pas perdre de vue l'individu, hein, notre apprenant, en faisant attention à d'éventuels obstacles qu'il pourrait rencontrer dans son unité. Et ne pas hésiter, je crois qu'il y a un point important dans le contrat d'apprentissage, à pouvoir négocier certains éléments. Et l'unité est justement un point de rencontre entre ces objectifs, l'enseignant, l'apprenant. C'est comme un carrefour où on va retrouver ces différents besoins, intérêts ou obligations de chacun. Donc, pour commencer, eh bien, certainement que la négociation, et la négociation est à mon avis, est un élément fondamental qui n'est pas toujours facile à installer en raison de traditions d'enseignement ou de traditions d'apprentissage. Mais la négociation est certainement nécessaire et la négociation est nécessaire dès ce qu'on appelle la page de garde, c'est-à-dire la première page de l'unité. Cette page-là va nous permettre
justement, d'une certaine façon, d'entrer en matière. Et c'est pour cela qu'il est toujours important de ne pas la sauter. Ah, c'est la page où il y a le titre, on passe. Non, non, cette page-là est toujours très importante parce qu'elle contient en soi énormément d'informations qui vont justement pouvoir nous orienter vers les parcours que nous suivrons. Et elle est rassurante parce que justement, d'une certaine façon, elle va permettre à la fois de déclencher de nouvelles motivations, mais en même temps, les apprenants vont y retrouver des éléments qu'ils auront vus dans l'unité précédente. Donc, c'est à la fois une première étape qui doit passer, à mon avis en tout cas, par des dynamiques. Des dynamiques comme un travail de groupe pour interpeller immédiatement les apprenants sur, mais au fait, et chez vous, à partir de par exemple, c'est l'exemple, vous voyez, la fièvre des achats, une galerie commerciale, une référence à ce qui se passe concrètement ici, vous voyez, au Québec, au moment des soldes de l'après-Noël, eh bien, déjà là, cette entrée-là doit nous permettre de réfléchir entre nous et commencer à motiver des recherches, que ce ne soit pas que l'enseignant qui apporte du contenu, mais peut-être que par un travail de groupe, commencer à aller faire des recherches sur la thématique, sur le lexique, même dans des niveaux de grands débutants. On peut y parvenir, à condition évidemment d'accompagner ça avec des outils. On peut aussi s'appuyer, et ça je crois que c'est aussi quelque chose d'important, avoir recours à d'autres outils que directement la page de garde. Là, par exemple, vous avez, vous voyez, un exemple de vidéo. Généralement, on retrouve de plus en plus maintenant des supports comme de la vidéo. Eh bien, c'est une façon déjà en autonomie d'aborder le sujet, donc de pouvoir les motiver vers les parcours de l'unité. Mais cette unité, ça ne veut pas dire que forcément on souhaite l'aborder dans l'ordre, entre guillemets. On pourrait très bien avoir des objectifs différents et les objectifs différents vont nous mener sur des itinéraires différents. Par exemple, pourquoi des itinéraires ou des parcours différents et négociables? Eh bien, parce que nous n'avons pas forcément tous les mêmes objectifs, c'est clair. Certains d'entre nous vont peut-être vouloir viser le projet. Alors, je précise, pour des questions de temps, je vais me concentrer sur 3 points, mais on pourrait en avoir d'autres. Mais on pourrait donc viser le projet. On pourrait viser un parcours centré plutôt sur un objectif de certification. On pourrait aussi se dire non, non, moi c'est pas le projet, c'est pas la certification, moi le français c'est avant tout langue de culture. Eh bien, on peut aussi envisager de centrer à l'intérieur du travail de l'unité, centrer l'attention sur les aspects plutôt culturels. Et attention, ça ne veut pas dire que nous allons compartimenter ou que nous n'allons faire que ça, mais ça va nous permettre peut-être justement de justifier comment travailler tel ou tel aspect. Alors si on prend par exemple le cas du projet, les projets sont variables, mais les projets sont évidemment, les projets doivent être objet de négociation parce que ils vont nous donner des pistes, que ce soit, vous voyez, participer à un salon des métiers. Eh bien, peut-être que les métiers, peut-être que le salon des métiers n'est pas directement quelque chose que vont connaître nos apprenants, mais peut-être qu'avec eux, on peut chercher à trouver quel serait l'espace dans lequel nous pourrions parler à la fois des professions, parce que nous, en tant qu'enseignants, nous avons un objectif, travailler autour du lexique des professions, mais ce n'est peut-être pas ce qui va leur parler directement. Eh bien, négocions avec nos apprenants pour arriver à construire justement un parcours
qui va nous permettre, nous, de mettre les ingrédients qui sont dans notre unité, mais avec un objectif qui va directement parler à nos apprenants. Et ça, nous devons avoir, je crois, cette souplesse. Tout à l'heure, je vous parlais de la malléabilité. Nous devons pouvoir avoir cette souplesse autour des projets. Alors, on sait bien que ce n'est pas toujours simple à mettre en place un projet. On sait bien que ça peut être chronophage. On sait bien qu'il y a des questions sur, mais au fait, comment je vais l'évaluer? Mais l'entrée par le projet est, malgré tout, certainement une des entrées les plus motivantes, parce qu'elle va permettre de justifier, de dynamiser tout le travail sur l'unité. Là, par exemple, faisons une vidéo sur les vêtements. C'est même pas une question d'âge, mais faire une vidéo sur les vêtements, en plus maintenant nous sommes tous devenus des professionnels du numérique, de faire des vidéos, de les mettre en ligne, etc. Bien, c'est quelque chose qui parle aux apprenants. On n'est pas en train de leur demander de faire quelque chose, comment dire, qui n'appartiendrait pas véritablement à leur environnement. C'est devenu pour, j'imagine, à peu près 80% au moins des apprenants, la vidéo est devenue quelque chose de normal. Et l'événement, ça fait tous partie de notre quotidien, mais sans imposer des modèles tout faits. Au contraire, on va s'intéresser à comment travailler sur, mais quels vêtements et comment le présenter. Donc, on va travailler sur de la mise en scène. Tout ça, ça crée une certaine dynamique de travail et j'incite vraiment à aller voir le projet. C'est pour ça que c'est important quand on le fixe comme visée de parcours, comme finalité de notre parcours, d'aller le voir dès le début. C'est-à-dire que de la page de garde dont je parlais tout à l'heure, aller directement voir le projet pour pouvoir justement en discuter avec les apprenants. Ça va nous aider dans la création, dans la dynamique de travail. Ça va nous aider à déterminer les compétences à mettre en place et donc peut-être justement ensuite dans l'unité, à certains moments, peut-être insister plus sur certaines compétences plus que d'autres à un moment donné, parce que nous savons que ce sont celles-ci que nous devrons développer lors de, comment dire, lors du travail sur l'unité. Philippe, je t'interromps s'il te plaît. Pardon. Justement, Oui. à ce propos, on a une question de Linda qui effectivement trouve que en théorie, effectivement, théoriquement, c'est facile à réaliser, mais pour des débutants dans la langue, est-ce que par hasard, tu aurais certaines petites solutions parce qu'ils n'ont pas le bagage linguistique suffisant pour s'exprimer? Qu'est-ce que tu recommandes à ce moment-là? Attention. Oui, je pense que par rapport au bagage linguistique, ça c'est toujours une question qui revient justement par rapport à l'organisation des projets. Si on regarde bien, là par exemple l'exemple que j'ai ici, c'est un exemple tiré d'un niveau A1. Dans un niveau A1, les objectifs qui sont ceux également marqués par le cadre sont bien liés aux vêtements. Ensuite, au niveau des compétences technologiques, le volume complémentaire du cadre nous marque bien que nous devons savoir mettre en place des compétences numériques, technologiques dans l'utilisation de la langue. Donc, par rapport au contexte des exigences purement pédagogiques disons de nos outils de base, que sont le cadre européen et de plus en plus aussi ce volume complémentaire, ici nous avons tous les éléments. Mais évidemment, certains moments de la négociation, certains moments du travail en groupe ne va pas nécessairement se faire à 100% en français. Je crois que ça, c'est une question qui est traitée déjà depuis très longtemps, mais où il y a des éléments de réponse. Faut-il que tout se fasse justement en français? Nous sommes de plus en plus dans des contextes d'enseignement et d'apprentissage où nous favorisons justement le plurilinguisme. Le plurilinguisme, c'est prendre en compte aussi les langues de départ de nos apprenants, que ce soit langue maternelle, que ce soit langue d'environnement social, elles peuvent être présentes à certains moments. Cela ne va pas m'empêcher à un niveau A1 de réaliser un projet de
je reste ici hein, sur mon exemple des vêtements, mais nous pourrions aussi parler de la carte astrale ou parler de notre quartier. Le produit final, objet du projet, le produit final, lui sera en français. Certains éléments de la négociation entre apprenants ou entre apprenants et enseignants ne sera pas en français. Est-ce que sur un niveau A1, c'est si grave? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus motivant de se dire que nous avons été capables de réaliser hein, la faisabilité du projet, de réaliser justement le projet, même si nous avons, dans les étapes de construction, nous avons peut-être mis des éléments dans une autre langue, ce n'est pas grave. Ça a même peut-être aidé à mieux construire mon apprentissage du français. Donc, je crois qu'il ne faut pas que le fait de ne pas disposer évidemment d'une langue parfaite, c'est normal, ce sont des niveaux 1, ne doit pas être un frein à la réalisation, à la création. C'est fondamental. Et ça, le travail, un parcours marqué notamment par le projet, c'est avant tout mettre en avant la créativité des apprenants. Et je crois que c'est ce que nous devons privilégier. Tout à fait. Et par eux-mêmes, ils se rendront compte des actes de parole nécessaires pour pouvoir ensuite s'exprimer en français. Donc, ils vont très rapidement aussi apprendre certaines expressions. Mais effectivement, il ne faut pas être trop figé au départ et leur imposer complètement le français. Bien sûr, d'autant plus. C'est l'aspect créatif qui compte, pouvoir produire finalement une réalisation en utilisant la langue française. D'autant plus qu'il s'agit bien de… C'est pour ça d'ailleurs que j'ai bien précisé tout à l'heure que cet exemple, hein, quand on prend le projet comme finalité hein, d'unité, eh bien, qu'il faut aller voir ce projet dès le début, parce que ça va motiver encore plus nos élèves à entrer dans les différentes étapes présentes au sein de l'unité sur, ah bien voilà, ça va être du vocabulaire dont je vais avoir besoin. Ça va être un point de grammaire qui va m'être utile. Parce que justement, je sais que ça va m'être utile dans la création de ce produit final. Donc ça je crois que c'est vraiment très, très important d'insister sur ce point-là. Alors, on peut aussi avoir parce qu'il reste une entrée. Pardon, on peut avoir aussi une entrée. J'ai pas entendu, pardon. Avancer justement un petit peu parce qu'il reste un quart d'heure environ. Oui. Une autre entrée possible, c'est l'entrée par la culture, qui à mon avis est en addition. Hein, il ne s'agit pas de cloisonner hein, ces entrées-là. Hein, c'est des choses qui s'additionnent en fait. Hein, nous avons une somme d'eux. Donc le projet, mais aussi l'entrée par la culture. Elle est importante, elle doit être plurielle et la compétence culturelle est fondamentale dans le monde d'aujourd'hui. On n'apprend pas une langue avec de la grammaire et des listes de vocabulaire. On apprend une langue avant tout justement grâce à l'échange. Et l'échange, c'est forcément des rencontres de culture. Et ça c'est un point fondamental. Et le manuel est parfois pour beaucoup d'apprenants du français un premier point justement de rencontre. Et un point de rencontre qui n'est pas simplement j'apprends le français vers la France, qui peut être un objectif, mais c'est finalement j'apprends le français pour pouvoir aller vers les mondes et les cultures de la francophonie. Et c'est ce que justement nous allons, à partir de ce type d'entrée, nous allons essayer de mettre en avant. Et le mettre en avant, c'est pouvoir justement l'intégrer. C'est pour ça que je parle, et nous parlons de francophonie inclusive ou immersive, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment se plonger dans les mondes francophones, et j'insiste sur ce pluriel, et non pas sur donc des pages dédiées à, mais finalement en
l'ayant un petit peu à droite à gauche, à travers une activité qui va porter, donc là, vous voyez, par exemple, là, je vous parlais du projet des vêtements, eh bien, nous allons parler du wax. C'est quoi le wax? Eh bien, on le découvrira à travers la lecture. Ça va obliger les apprenants à s'intéresser à peut-être quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler, donc un travail de recherche, à se demander, tiens, mais en fait, ça ressemble peut-être à des choses que nous avons ou pas. Donc, on entre tout de suite dans cet esprit aussi de médiation culturelle, et le professeur a évidemment un rôle important à jouer dans cette médiation culturelle, où on va bien montrer, et là je crois que c'est patent, que l'apprentissage d'une langue va bien au-delà justement des compétences linguistiques. Et ça, je crois que c'est vraiment un point fondamental, et c'est une entrée à, je ne dirais pas à privilégier, parce qu'elle est en parallèle à d'autres entrées, mais je crois que c'est une entrée ou un parcours fondamental aujourd'hui dans l'apprentissage du français. Dans cette pluralité des langues et des cultures, qu'on peut découvrir justement grâce à l'apprentissage du français. C'est fondamental. Et puis on peut, je vais avancer un petit peu, on peut bien évidemment avoir des objectifs plus, comment dire, plus terre à terre, mais nécessaires justement pour pouvoir se déplacer, travailler en francophonie, travailler en français dans les espaces francophones. Et pour cela, eh bien, il faut pouvoir évaluer ses compétences. Donc c'est vrai que tout à l'heure, quand je vous demandais ce que l'on doit retrouver dans un manuel, certains avaient cité les certifications ou les examens. C'est vrai, c'est une réalité. Donc c'est important de pouvoir retrouver à certains moments au sein de l'unité cette idée de faire le point. Le projet, à travers le produit, va nous aider à faire le point, mais il ne va pas nécessairement nous permettre de faire le point sur les compétences, et notamment les compétences plus linguistiques. Donc, les bilans vont nous aider, eux, au contraire, à pouvoir faire le point. Alors, ici, par exemple, dans ces bilans, c'est leçon par leçon. Vous voyez, on va faire le point sur la grammaire, sur la compréhension, sur le lexique, etc. Mais évidemment, donc ça, ce serait plus une sorte d'évaluation, je dirais, interne. Mais je crois que c'est important que les apprenants puissent identifier dans justement le parcours d'une unité, se dire, oui, mais moi, j'ai absolument besoin, quand j'apprends le français, de pouvoir obtenir un examen. Donc, si on veut le motiver à élaborer des projets, il faut aussi qu'il puisse retrouver des éléments peut-être plus terre à terre, comme je disais, mais qui correspondent à des objectifs qui sont sa réalité. Pour partir étudier en France, j'ai besoin d'un DELF B2. Pour pouvoir entrer peut-être au Canada, il faut que j'ai un niveau B1, par exemple. Eh bien, les parcours dans l'unité peuvent se fixer, on peut avoir comme objectif d'aller justement vers le DELF. Et on va voir que, indépendamment de la culture et du projet que j'élabore, je vais pouvoir aussi me préparer à un certificat. Et ça je crois que c'est un point aussi fondamental à retenir si on veut motiver nos apprenants. Alors on pourrait avoir comme cela beaucoup d'autres entrées, évidemment, et je crois que on peut d'ailleurs les varier en fonction même peut-être des unités. Peut-être qu'en début d'année, on va peut-être privilégier plus des aspects culturels qui peuvent, attirer aussi la curiosité de l'apprenant, pour leur montrer qu'ils seront de plus en plus capables d'aller vers des projets. Et puis quand on s'approche aussi des dates d'évaluation, peut-être privilégier une entrée beaucoup plus basée, qui tournerait beaucoup plus autour des certifications.
D'où ces approches plurielles nécessaires, je crois, et cette malléabilité dont je vous ai parlé dès le début. Alors, je vois l'heure qui tourne, effectivement. Avant de laisser Annick pour la conclusion, y a-t-il peut-être quelques questions? Je crois qu'il y en a une sur le vocabulaire, notamment. Alors effectivement, on essaye de répondre au fur et à mesure aux questions. L'une des questions, c'était sur, comme tu dis, sur le vocabulaire. Qu'en pensez-vous si on anticipe la séance de vocabulaire avant celle de la négociation? Alors, je dirais même, faut-il qu'il y ait une séance de vocabulaire? Est-ce qu'aujourd'hui, je pense par exemple, quand on a un cahier d'activités qui va nous permettre d'aborder le lexique, donc d'anticiper, peut-être que l'on peut, dans un premier temps, montrer à nos apprenants comment ils peuvent faire des recherches pour eux aussi constituer petit à petit du vocabulaire guidé. Alors ici, je n'ai pas un exemple du cahier, mais souvent le cahier va proposer justement des entrées de recherche lexicale. Bien, pourquoi les faire après la leçon et non pas justement un petit peu en mode de classe inversée, anticiper ce travail sur le lexique de façon à ce que quand on arrive, soit au début d'unité, soit au début de la nouvelle leçon au sein de l'unité, pourquoi ne pas se dire, ben voilà, il y a au moins, alors je dirais pas que du vocabulaire acquis, mais au moins du vocabulaire qui n'est pas complètement nouveau. Et ça va nous aider parce que ça va être un outil dont on a connaissance. Je ne voudrais surtout pas parler d'acquisition, mais dont on a au moins connaissance et qui va nous aider à mieux comprendre, par exemple, les textes, que ce soit les textes audio ou écrits. Donc oui, on peut anticiper, mais personnellement, je ne le mettrai pas dans une séance. Au contraire, je profiterai soit du non présentiel, disons de la séance asynchrone si on est en virtuel, ou du moment où on n'est pas en classe, peut-être pour le travailler. Alors après, il y aurait différentes techniques de le travailler, mais on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Y a-t-il d'autres questions rapidement, peut-être avant? Oui, c'était pour le vocabulaire, c'est pas forcément une séance à part, simplement lorsqu'on fait la page d'ouverture, lorsqu'on introduit le vocabulaire, on va s'attacher à utiliser des mots transparents, à leur fournir déjà dans la présentation nous-mêmes, j'allais dire, un minimum de vocabulaire de base pour qu'ils puissent ensuite voilà, les réemployer parce qu'on les aura rafraîchis. Bien sûr, mais qu'on peut quand même anticiper, par rapport à la question, qu'on peut anticiper justement grâce à tout ce dont on dispose aujourd'hui autour de ça. Le professeur n'est pas forcément celui qui va être l'apport de vocabulaire. Je crois qu'il est important de motiver les apprenants à apprendre à faire des recherches sur le vocabulaire et ça va les rendre beaucoup plus compétents et plus autonomes également. Et là, on rejoint un petit peu, j'allais dire, ça fait la transition avec la question de Corinne sur les interactivités, le dynamisme de groupe lors des cours à distance par rapport au manuel. C'est effectivement un point pour l'instant qui n'a pas été abordé. C'est exact. Alors, je crois quand même dans tout ce dont j'ai parlé, évidemment très brièvement, c'est très court, je crois qu'il s'agit de favoriser un certain travail collaboratif des apprenants. Et quand on est à distance, là encore, je crois que nous avons appris aujourd'hui, enfin depuis bientôt 1 an, nous avons appris à pouvoir collaborer de plus en plus à distance, donc et dans les moments asynchrones également. Je crois que c'est important. Il n'y a pas que les moments synchrones pour pouvoir être ensemble. Et dans les moments asynchrones, nous pouvons échanger. Nous pouvons par exemple préparer. Et là, je vais faire comment dire, le lien avec ce travail sur le lexique. On peut très bien travailler à 2, à 3 autour de la page de lexique que l'on va trouver par exemple dans le cahier d'activité, la préparer ensemble en partageant des recherches. Alors, il y a des stratégies. Là, le professeur a un rôle pour apporter des stratégies de recherche, des trucs, etc. Ils vont pouvoir, à distance, grâce aux outils de partage que nous avons, que l'on peut trouver dans les drives, etc., grâce à ces outils de partage, échanger,
faire l'activité pour ensuite, dans le moment synchrone, le partager avec le reste de la classe. Je crois que c'est tout à fait possible aujourd'hui, en tout cas. Alors, il y avait une autre question sur comment introduire effectivement le lexique de la compréhension orale. Mais là, on rentre vraiment dans des détails d'utilisation. Tout à fait. Je pense qu'on aura l'occasion, malheureusement on n'a pas le temps, on aura certainement l'occasion et on vous invite à rejoindre les formations que proposent les formations en ligne, les webinaires, pour entrer plus dans le détail. Mais on peut justement, hein, le lexique, et vous avez raison d'insister, il y a beaucoup de questions sur le lexique, vous avez raison d'insister dessus, il est fondamental. Mais il y a justement, pour mieux motiver et ne pas décevoir ou dérouter les apprenants avec des compréhensions orales trop difficiles parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire, on peut anticiper le travail sur le lexique. Et qu'est-ce que c'est rassurant de se dire, ah oui, ça doit être tel mot, etc. Et pouvoir se centrer plus sur le fond de ce qui est dit que de stresser parce qu'il y a un mot difficile au milieu. Mais bon, on y reviendra à d'autres moments, je crois. Oui, tout à fait. Et puis effectivement, sur le même point, c'était que se passe-t-il, un quid des supports authentiques dans les manuels? Alors ça, mais ça c'est un débat historique. De toute façon, et c'est un débat très, je dirais, presque franco-français de FLE sur les documents authentiques et l'authenticité des documents. Ça mériterait certainement un webinaire complet. Je crois que ce qui est important, c'est surtout est-ce que ce que nous allons faire avec les documents fournis dans le manuel va être authentique? Est-ce que les échanges, est-ce que le produit qui sortira du travail réalisé va être authentique? Est-ce que la curiosité que je vais évoquer à partir du document que je présente est authentique? Je dirais que c'est presque plus important que le document authentique qui, à partir du moment où il est de toute façon dans un manuel, il est didactisé d'une façon ou d'une autre, donc il ne sera plus aussi authentique que dans le livre, dans le journal, dans la plateforme dans laquelle on a vu la vidéo, etc., etc. Mais bon, c'est un long débat, je crois. C'est un long débat. Et pour voir des documents authentiques, je vous invite peut-être à découvrir la diapo suivante. On vous a parlé d'une petite surprise à la fin de cette intervention. Vous avez vu différents visuels. Hein, Philippe vous a présenté donc des extraits de méthodes. En fait, il s'agit d'extraits de notre nouvelle méthode à paraître, donc Odyssée, une méthode pour adultes, méthode prévue donc sur 5 niveaux qui paraîtra bientôt. Et donc la surprise, c'est que vous-même, donc ceux qui ont participé à cette intervention, vous recevrez un code de découverte lors de la sortie du premier volume d'Odyssée. Donc, dès sa sortie, vous recevrez sur le mail que vous avez donné un code d'activation donc pour découvrir pendant 3 mois l'intégralité donc de cette méthode, du premier niveau de cette méthode Odyssée. Donc, voilà la surprise du webinaire. Tout à fait. Très bien. Bah, merci beaucoup, Annick. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette formation donc clé internationale dans le cadre du Belk d'hiver 2021 proposé par France Éducation Internationale. Retrouvez-nous sur notre site, bien évidemment. Retrouvez aussi tous nos webinaires, on vous en propose régulièrement, de présentation et de formation, et n'hésitez pas à nous contacter. Merci aussi à Regina Rizzi, donc déléguée pédagogique pour le Brésil et le cône sud d'Amérique latine. Merci à Ruel Barran de nous avoir aussi accompagnés, et à toutes et tous encore du monde entier. Évidemment, merci à Annick Atterer d'avoir été la porte-parole de vos questions. Voilà. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt pour d'autres webinaires. Au revoir.